Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Denis Borg. Denis Borg est charpentier de marine, à la tête du chantier familial dans la Anse du Pharo à Marseille. Dans son atelier, la Méditerranée se reflète sur les lames des rabots. Dans son atelier, on entend les mouettes chanter. Il ne nous en faut pas beaucoup à nous pour être bien dans un atelier. Mais si vous ajoutez le chaleureux accueil de Denis et l'énergie joyeuse de ses apprentis, nous voilà charmés, hypnotisés, prêts à nous installer pour toujours dans ce havre de passion et d'amour. Denis Borg construit des barquettes en bois typiques de la Méditerranée. Il les construit et il les restaure. Son chantier accueille constamment des jeunes qui veulent apprendre chez lui les techniques de la charpenterie navale parce qu'ils savent bien qu'elles servent ou nourrissent tous les métiers du bois. Alors Denis Borg ouvre grand ses bras et je suis sûre que vous allez l'entendre dans sa voix. Bonjour Denis Borg. Raphaël, coucou. On va faire ça comme ça. Salut. Denis, comment les métiers d'art sont entrés dans votre vie ? Le métier d'art que je pratique, il est partagé depuis 3 générations au niveau de l'histoire de ce que je vis et ce que je partage entre grand-père et papa. Donc je continue à raconter, à essayer de faire de mon mieux et de ne pas trahir ce que l'histoire de l'artisanat dédiée et liée à l'architecture et à la charpente navale nous a laissé de mieux. Et il n'y a pas énormément de changements au niveau du travail, du métier du bois dans ce domaine, mais ça demande et nécessite un apprentissage qui est assez important et long. On va pas se faire tous les sujets en une question, on va reprendre tout ça tout doux. C'était comment quand vous étiez petit dans l'atelier ? C'était une évidence pour vous que ça allait être votre destin ? Non, pas du tout. Et ça l'était surtout pas pour mon père qui a jamais voulu que je fasse ce métier, parce que c'est un métier qui est difficile. Économiquement parlant, il faut faire son trou, comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas forcément une réelle demande et on nous attend pas comme pour changer une plaquette de frein ou pour changer un frigo ou pour être dans la consommation de masse. Mais on doit avoir une identité dans ce que l'on fait et dans ce que l'on va être capable de partager avec chacun des propriétaires de bateaux, c'est-à-dire avoir une singularité au niveau du travail que l'on fait pour répondre à ce que le propriétaire du bateau veut imaginer faire de son bateau. Donc on n'est pas sur du clonage comme on peut le faire sur des bateaux en plastique. On va être sur des aménagements et la façon d'imaginer, la façon de vivre sur ce bateau, ce qu'on appelle nous ici du slow yachting, puisque ce sont des bateaux qui sont relativement lents, on est sur du 6-7 nœuds pas plus. Donc comme ces bateaux vont doucement, il faut qu'on ait un art de vivre à bord du bateau, que ce soit à la voile ou au moteur, pour pouvoir naviguer et profiter pleinement du plan d'eau. C'est difficile économiquement, ça l'était pour votre père, ça l'a été également pour votre grand-père, ou est-ce qu'il y a un moment où ça a été prospère cette activité familiale ? C'est une activité qui a été très prospère. Au niveau du travail du bois et de ce que l'on sait faire de mieux au niveau de notre métier, jusque dans les années 70, jusqu'à l'avènement des bateaux en plastique qui ont complètement supplanté la production des bateaux en bois, qui ont complètement aussi fait que les gens se sont intéressés qu'à ça et ont laissé tomber le métier de charpentier de marine. Le métier de charpentier de marine n'a plus été sollicité comme il l'était à l'époque ou comme il peut l'être actuellement. Il y a eu un regain une quinzaine d'années après. Les gens se sont réintéressés à ces bateaux qui valaient plus que 3 francs 6 sous parce que abandonnés au profit des bateaux en plastique. À une époque aussi où on avait un volume de disponibilité de place à flot pour pouvoir faire restaurer un bateau et avoir sa place quelque part au niveau des ports, notamment ici sur Marseille au niveau du Vieux-Port. Le principal lien étroit avec ces bateaux, c'est qu'ils aient une place à flot impérativement. Ils peuvent pas se stocker en port à sec. On peut pas les mettre en dehors de l'eau. Donc c'est un peu un inconvénient pour ceux qui ont pas la place et de rêver d'avoir un bateau en bois.
D'accord, Voilà. donc c'est une contrainte supplémentaire qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà, c'est un coût supplémentaire qui s'impose maintenant par rapport à ceux qui découvrent cet univers et qui ont envie de naviguer avec ces bateaux en bois. Maintenant, on peut faire l'acquisition d'un bateau en bois, ça existe. Le mieux, pour ne pas avoir à les reconstruire, parce que ce sont des coûts qui sont relativement élevés, c'est de récupérer des bateaux qui sont en fin de vie mais qui flottent toujours, de les acheter pour pas très cher et repartir sur un programme de restauration pour avoir un bateau que je ne vois plus, moi, après au niveau du chantier, puisqu'une fois que ça a été fait dans les règles de l'art, ça traverse le temps et si c'est entretenu, c'est top. C'est là où on est dans les métiers d'art, c'est que vous construisez pour le temps très long. On est sur de l'intemporalité au niveau du geste que l'on fait. Ouais. Et ça rassure un petit peu les gens aussi, hein, d'avoir quelque chose sur lequel ils n'ont pas à se dire chaque année ou tous les 6 mois, il faut que je revienne dessus, comme pour une voiture. Ils ont leur mobilier qui flotte et leur histoire, puisque c'est assez souvent rattaché à l'histoire d'une famille ou à l'histoire d'une personne qui a envie de rêver sur l'eau parce qu'il approche de la retraite, ou à quelqu'un qui a envie de faire que des apéros dans le Vieux-Port aussi, ça existe. Hein. Ouais. Ah oui, il y en a qui ne naviguent pas. Voilà, on va les aider à partager du temps de vie avec ce qu'on sait faire et à travers ce qu'on sait faire sur leur bateau. Donc votre grand-père. Alors grand-père était comme à Marseille, hein, comme beaucoup de gens. On est issu d'une famille d'immigrés, on est des Italiens. Ils étaient installés en Tunisie dans une communauté italienne. Grand-père travaillait là-bas. Il y avait très certainement d'autres personnes qui avaient bougé et qui étaient venues, je crois, du grand sud de la Sicile. Et encore avant de la Grèce même, on est un peu des globetrotters. Ouais. Et la Tunisie, l'indépendance de la Tunisie, papa vient ici en France s'installer dans les années 50-55. Et il continue à faire son métier de charpentier de marine à une époque où il y avait énormément de bateaux en bois. Donc voilà. Votre grand-père au départ est charpentier de marine. Et il arrive à Marseille, charpentier de marine immigré. Papa arrive le premier, grand-père arrive ensuite, pas pour longtemps parce qu'il est parti très peu de temps après, mais ils ont réussi à se faire repérer dans cet univers pour pouvoir décrocher du boulot et pouvoir s'installer parce que c'était le but du jeu. Mais ils ont d'abord rejoint un chantier qui existait alors ? Pas du tout. Papa a commencé à faire du travail en tant qu'artisan et façonneur de bois, être dans la maîtrise du travail du bois un peu dans tout et n'importe quoi, aussi bien dans le bâtiment que chez des ébénistes, que chez des menuisiers. Mais très rapidement, il a retrouvé sa force de frappe dans le métier dans lequel il excellait le mieux, puisque grand-père avait un chantier à l'image de la Anse du Pharo au niveau de sa taille. Donc beaucoup de salariés, des constructions énormes jusqu'à 40 mètres de long. Donc papa a fait, et comme je fais moi, du modélisme par rapport à ce que grand-père faisait au niveau de la taille des bateaux qu'il avait en construction et en restauration. Donc votre grand-père, il a réussi à monter une sacrée affaire, c'est ça ? En Tunisie, à l'époque. En Tunisie, à l'époque. Voilà. Votre papa, quand il a monté son affaire ici, dans l'Anse du Pharo, c'est l'endroit dans lequel on se trouve de New York. Papa s'est installé ce qu'on appelle au bassin du carénage, au pied de l'église Saint-Victor, à l'entrée du Vieux-Port quand on rentre sur la droite. C'était là où tous les charpentiers de marine étaient rassemblés, les maîtres voiliers, les calfateurs, les scieurs de long. Voilà. Le métier de charpentier rassemble. Actuellement, il faut être pluridisciplinaire et beaucoup de métiers. À l'époque, le travail avait presque des tâches individuelles. Mon père faisait des choses, d'autres personnes l'aidaient à finir le bateau et il y avait plusieurs corps de métier qui faisaient que maintenant, bon, ça n'existe plus, on n'a plus assez de demandes pour... Et c'est la même personne qui doit maîtriser tous ces corps de métier. Ce qui explique considérablement le fait que la formation dure assez longtemps. Et voilà. Oui. Et alors justement, vous avez été formé comment ? Avec les collaborateurs de mon papa, sur le terrain. J'ai fait une fac de sciences éco avant, j'ai été photographe pendant 5 ans, professionnel. Et puis voilà, et puis après on continue. Et puis ça vous a repris quand ce virus alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai toujours traîné ici, j'ai toujours vécu ici depuis tout petit. C'est un excellent lieu de vie et un lieu de jeu pour un enfant. Et puis voilà, je me voyais pas faire autre chose. On a envie de faire comme papa, après ça peut être pathologique aussi, il peut y avoir des messages derrière. Hein. Quel genre de messages ? Parce que quand on est tout petit, on se sent en sécurité à côté de papa, et puis de voir cet univers qui est complètement anachronique par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, d'avoir des gens de caractère, des gens très entreprenants, très vivants, avec le verbe haut, et on est un peu dans le cocon, voilà. Et pourquoi pas continuer et essayer de prendre sa place, chose qui est fondamentalement infaisable. Donc il faut faire sa place avec le temps. Même à 54 ans, je continue à essayer de faire ma place. Même si je vis avec tout ce que papa m'a laissé comme message fort au niveau de la façon dont il faut s'entreprendre à travers le travail. Parce que ça reste la valeur sûre et la valeur première. Voilà. S'entreprendre soi-même, se réaliser en fait. Se raconter, se réaliser, partager des temps de vie avec les gens qui sont autour de vous pour leur faire... voir pas que de la technique, mais ce qu'on peut ressentir au niveau de toutes les valeurs esthétiques qui entourent ces bateaux pour qu'on puisse les dessiner, les créer, les réaliser. Et rentrer un petit peu dans la psyché des gens aussi, qui ont envie de recréer leur propre univers à travers ces bateaux, puisqu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sort complètement de l'univers du clonage du bateau en plastique, mais on est sur de l'identité. Et les gens s'attachent considérablement à tout ça. Oui, la psyché des gens, c'est la psyché de vos clients dans laquelle vous rentrez. Oui, c'est la psyché des gens. C'est pas facile, hein.
Bah non. C'est pas facile. La plus belle des phrases, c'est les bateaux font chavirer les corps, mais équilibrent les âmes. Voilà, donc on a des âmes à équilibrer À travers les bateaux. à travers les bateaux pour que les gens puissent se retrouver et faire perdurer et flotter leurs rêves. Donc on est chargé de mission derrière tout ça. C'est quelque chose que papa ne connaissait peut-être pas à l'époque parce qu'il travaillait énormément sur des bateaux professionnels et la lecture qu'on peut avoir avec ces bateaux, elle est fondamentalement différente de ce que l'on peut imaginer quand on est sur du loisir et du slow yachting et du partage de vie. Mais moi, j'ai des cahiers des charges à respecter et j'ai ma part de créativité aussi à apporter à tout ça et à partager avec eux. Bien sûr, parce que c'est ça, c'est très particulier de travailler directement avec le client final dans nos métiers. C'est assez rare, en fait. Pour me la jouer un petit peu, je veux dire qu'on est à la place Vendôme de la barquette ici. On reçoit des billes de bois comme pour recevoir des pierres et on est là pour les tailler et pour en faire quelque chose de très beau et d'unique. Par l'intermédiaire du fret maritime, on arrive à avoir pas mal d'essences exotiques puisqu'on construit avec ces essences de bois, le niangon, l'acajou, l'iroko. On utilise des bois de nos régions aussi comme le frêne, le chêne, certains résineux, mais on a à souhait de trouver tout ce qu'il faut pour entretenir et des fois construire des bateaux en bois. Alors, Denis, on va arriver au cœur de notre sujet qui est la formation et la transmission. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 heure. On s'est tombé dans les bras un quart d'heure après. Donc, je crois que la magie Craft Project métier d'art a complètement opéré. Et on s'est déjà dit que un de vos rêves, c'était la transmission. Est-ce que je l'ai imaginé ou vous l'avez dit, créer une école ? Le rêve, ce qui donnerait de la continuité et du prolongement à ce que j'ai fait pendant toutes ces années et que je veux continuer à faire, c'est de pouvoir partager mon savoir, mais à travers une véritable démarche pédagogique, institut, c'est-à-dire en entreprise, et former 4-5 personnes au métier de charpentier de marine, leur offrir la possibilité d'être directement immergés dans l'univers de l'entrepreneuriat et qu'ils apprennent 2 choses, et le métier et aussi toutes les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir parvenir à ses fins et développer une activité ou du moins la pérenniser. Ce serait exceptionnel. Mais je pense que c'est ce qui pend un petit peu au nez à toutes les entreprises d'art, surtout le pourtour méditerranéen, quel que soit le type de métier, que de former des gens peut-être plus comme on le faisait avant dans les Greta et dans les écoles qui sont dédiés à ça, parce que c'est des liens qui sont importants, mais il faut la véracité du terrain, il faut la véracité et le caractère de l'entrepreneur qui va offrir une réelle vision du marché économique qui est dédié à ces métiers-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, Denis, pour continuer à valoriser ce patrimoine maritime local ? On va surtout essayer de permettre de donner un grand coup de pouce à la formation professionnelle, mais un petit peu différemment. C'est comme ça que je l'imagine, mais formation professionnelle directement immergée en milieu professionnel, c'est-à-dire c'est de se dissocier des endroits où on peut aller apprendre quelque part le métier de façon pédagogique avec des enseignants, mais on va essayer de leur faire découvrir le métier, leur faire pratiquer et dispenser les cours théoriques et les cours pratiques et leurs stages en milieu professionnel. C'est ce que j'aimerais faire au niveau de mon entreprise, puisque j'accueille systématiquement des gens qui viennent de Bretagne ou de Marseille qui font des formations professionnelles pour adultes. J'en accueille une 20aine par an. Mais ce serait extraordinaire qu'on puisse être des endroits qui sont référents, puisqu'on est quand même labellisé entreprise du patrimoine vivant, artisan d'art. Donc l'objectif, ce serait d'en accueillir encore plus. Alors pas peut-être à mon niveau, mais à ceux qui sont en compétence, comme mon voisin qui a un très grand chantier aussi, être polyforme au niveau des formations et s'intéresser au bois, au plastique, à la motorisation, mais essentiellement en milieu professionnel. Et créer un pôle de formation. Un pôle de formation, ici. L'idéal ce serait à la Anse du Pharo, puisqu'il est en complète refonte économique. Tout a été rasé et on imagine d'avoir un cluster d'entreprises artisanales dédié à la mer, et ce serait l'idéal de pouvoir, avec les compétences qui vont être mises en place, essayer de les transmettre de façon très cartésienne, très carrée, avec un diplôme, quelque chose qui soit valorisant et validant. Ok. Alors c'est justement la raison pour laquelle on est venu vous voir, c'est que la Fondation Michelangelo, qui est une fondation qui œuvre beaucoup pour les métiers d'art à l'échelle européenne, nous a contacté, association The Craft Project, pour à leur côté déployer un dispositif de formation et d'apprentissage pour pérenniser des savoir-faire rares en France. Ce programme a été mis en place en Italie il y a plus de 12 ans et The Craft Project est mandaté pour le mettre en place en France, et on commence ici à Marseille, et c'est ce qui nous a fait atterrir chez vous. Et on a vraiment envie de dire bonne pioche quand on voit votre démarche, votre vision, votre philosophie et votre bonheur à transmettre. Quels sont les profils des jeunes qui viennent chez vous ? Les profils des jeunes, formation Greta, formation adulte pour ceux qui sont en cours de formation, des gens qui ont déjà un parcours professionnel et qui désirent refaire une lecture de leur activité future professionnelle et apprendre un nouveau métier,
avec la qualité de vie, l'art de vie et des niveaux de contraintes qui sont autres que ce que le système de consommation de masse peut proposer à tous ceux qui veulent s'injecter dans ce système. Alors donc on se rapproche un petit peu du compagnonnage. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens, sauf que au niveau du compagnonnage, il n'existe pas réellement de formation dédiée au métier de charpentier de marine. D'accord. Mais certains compagnons viennent faire ici leur jet de maîtrise de fin d'année en construisant un bateau. Mais sinon, on a des gens qui ont déjà connu un parcours professionnel. Oui, c'est ça. On a Sony et Lucas qu'on a rencontrés, nous. Donc... Sony et Lucas qui n'ont pas forcément connu un véritable parcours professionnel, non, mais qui ouais. ont déjà Bac+4, Bac+5 et qui ont décidé de redécouvrir une autre façon d'appréhender leur futur à travers un nouveau métier et à travers de quelque chose qui est fondamentalement différent et qui va aux antipodes un petit peu de ce que le système nous demande. Mais il faut avoir la psyché, l'engagement physique, la volonté, et ils l'ont, voilà. Donc après, le système est suffisamment exclusif et rugueux qui fait qu'il écarte les gens qui sont trop en devenir de rêver par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que ça fait rêver. Hein. Oui. On se dit qu'on va travailler dans l'univers maritime et des choses comme ça. Non, il y a des réalités qui sont très techniques, très physiques, avec des niveaux de responsabilité, parce qu'on fait flotter des bateaux et on a la responsabilité de la vie des gens aussi. Et donc c'est c'est des engagements. Et physiquement, c'est un métier très dur. On a mal où le soir après une journée à l'atelier? On fait beaucoup de mal au lit et au coussin parce qu'on les écrase tellement on est fatigué. Ça, on n'avait jamais fait celle-là. Elle est pas mal. On a besoin de récupérer, on peut pas trop tirer, même si on tire considérablement sur la corde pour parce qu'on a à cœur de voir nos journées aboutir à travers ce que l'on fait et d'avoir coché une case et de se dire ça c'est validé, demain on passe à autre chose. C'est la particularité du métier dans lequel on évolue. Je pense que c'est pareil pour tous ces métiers d'art. Il est assez rare qu'on fasse 2 fois la même chose du jour au lendemain et qu'on est sur des phases très évolutives et on emploie des techniques qui sont différentes pour créer, concevoir des pièces qui sont différentes. C'est très enrichissant. En tout cas, ils ont l'air bien heureux, Sony et Lucas. Sony et Lucas sont souriants, disponibles. Bon, après, ils ont un patron exceptionnel. C'est vrai, ils nous l'ont dit. Ils vivent dans un cadre assez exceptionnel. Là où on est, c'est assez magique. Suffisamment représentatif pour le métier que l'on fait et qu'on essaie de développer. Et puis, ils s'éclatent, ils savent pourquoi ils sont là. C'est pas un hasard, quoi. C'est vrai. Et le cocon dont vous parliez, que vous avez vécu petit dans cet atelier, étranger total, on le ressent parfaitement en arrivant ici. On y est bien. Je vais vous adopter. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous... Oui, on peut pas faire autrement que de donner une hyper dimension humaine au niveau des échanges qu'on doit avoir avec les gens qui font ce métier, parce que c'est comme ça que je l'ai appris et je reste intimement convaincu que c'est pareil partout au niveau de ces métiers, que ce soit de l'ébénisterie, que ce soit du ferronnier d'art, que ce soit quelqu'un qui travaille le bronze ou de la céramique, la dimension humaine est très 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 importante. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre sur un tuto sur YouTube. Non, on est bien d'accord. Et puis vous le savez, vous qui nous écoutez, on est très mobilisés pour dénoncer la réforme du diplôme des métiers d'art qui diminue presque de moitié les heures d'enseignement en atelier et de transmission par les humains. Non, c'est impossible. On est dans des milieux très immersifs. Il faut que la personne qui un jour essaie d'avoir ses diplômes et être en compétence puisse se frotter à des choses qui appartiennent à la tradition et au niveau de ce qu'ils font et au niveau aussi de la culture de tout ça. Donc c'est pas une anecdote, c'est pas un diplôme. Ils vont être validés au niveau de leurs compétences et il leur faut encore au moins 5 années d'apprentissage à travers différentes entreprises pour s'imprégner d'énormément de choses. Voilà. Le problème, c'est de financer ce temps d'apprentissage parce qu'en réalité, il y a peut-être moins d'heures en atelier, mais ils estiment que la formation va être prise en charge par les professionnels par la suite. Vous, il se trouve que vous êtes un guide, un transmetteur et vous aimez énormément faire ça. C'est pas le cas de tous les professionnels des métiers d'art, mais c'est aussi un temps. Qui finance ce temps-là pour vous? Tout ce temps que vous donnez aux jeunes pour la transmission? Alors, chez moi, ils viennent en stage. En stage de 2 semaines à 1 mois et demi. Je prends sur moi. Ouais, c'est ça. Prenez sur vous. En espérant tomber sur des, entre guillemets, c'est un mot qui est vulgaire, sur des compétiteurs. C'est pas des compétiteurs, mais sur des gens qui sont motivés, qui regardent peut-être pas forcément les heures, parce que c'est sur des latitudes de plage horaire qui sont longues qu'on apprend considérablement des choses. Voilà, mais bon, je comprends parfaitement les autres entrepreneurs artisans d'art pour qui c'est quasiment impossible quand on a une grosse boîte, parce que c'est chronophage, parce que ça prend du temps, parce qu'on gère de l'humain, on gère pas que de la technique, chacun vient avec son paquet d'histoire et sa volonté ou pas des fois de rentrer dans le moule, et ça peut pas durer, et c'est là aussi où
en perdant notre temps. Peut-être des fois on perd notre science et notre patience et on peut passer à côté de certaines choses, d'où l'intérêt de lui donner un véritable et un réel format. Oui, de le cadrer. De le cadrer considérablement pour qu'on ait en repère tout ce qu'il aura fallu valider au niveau des acquis professionnels. Et que vous vous sentiez accompagné. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que vous avez la volonté et vous les moyens, les ressources humaines et techniques de le faire, mais faut que vous vous sentiez accompagné. Je suis d'accord. On fait partie des derniers à être charpentier de marine comme je le suis moi, c'est-à-dire avoir une situation géolocalisée, géographique, avec un endroit où on fait que ça. On n'est plus très nombreux sur la région et c'est hyper important de continuer à conserver cette lecture. Moi, je m'emploie à communiquer considérablement à travers des petites formations pour vulgariser l'univers dans lequel je suis, le faire visiter, le faire voir, et les gens peuvent repartir avec un objet sur des formations de 4 heures. 1 minute exactement, faut le dire, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui viendront ici et peut-être même venir exprès à Marseille un week-end pour ça. C'est ce qui se fait. Vous montez des formations sur une demi-journée. Il faut qu'il y ait minimum 4 personnes pour que ce soit intéressant pour vous. Pour créer une dynamique de groupe et pour que ce soit rentable. Voilà. Ça coûte pas des masses, hein, ça coûte entre 100 et 150 euros pour les 4 heures. Il y a du café, des navettes marseillaises, du coca en fin de journée, des chips si on traîne jusqu'à 12h et des grillades. Eh ben, je pense qu'on va faire des amateurs et puis même nous, ça nous dit bien. Mais voilà, on repart avec une idée de ce qu'est un chantier naval. On va s'acquérir certains gestes de proprioception au niveau des outils qu'on va utiliser, parce qu'on va utiliser, je vous rassure, pas des outils très dangereux, mais c'est que de l'électroportatif. Mais on va poncer, découper, raboter, shaper, comme on dit en anglais, c'est-à-dire avoir des niveaux de finition au niveau du bois pour qu'ensuite les gens puissent s'amuser à vernir l'objet chez eux, parce qu'on n'a pas le temps en 4 heures de fabriquer, et après il faut que les vernis sèchent. Mais ils repartent avec un petit bout d'histoire de l'atelier et du patrimoine. Donc pour repartir avec ce qu'on appelle une demi-coque de la barquette marseillaise, puisqu'ils sont dit barquette mais pas pointue, et peut-être lors d'un prochain post on expliquera pourquoi, parce que ça prend du temps, on dit barquette mais pas pointue. Donc les gens repartent avec la demi-coque de la barquette marseillaise. 150 euros par personne, 4 à 5 heures de boulot. Voilà. D'accord. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, alors là j'y suis, au bord de l'eau, c'est absolument sur la cathédrale magnifique. La Major et le palais du Pharaon. Voilà. Bah, c'est vendu, hein. En tout cas moi c'est vendu. Alors, on va finir Denis sur une question qui finit tous les podcasts. On connaît une fée des métiers d'art au Craft Project. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Continuer à me projeter dans ce qui fait que je peux continuer à valoriser l'artisanat dans lequel j'évolue, c'est-à-dire lui donner sens à travers des objets nouveaux, sans pour autant s'éloigner de la démarche purement artisanale et historique de ces bateaux. Mais ça peut être tout aussi bien des nouveaux bateaux, pas en plastique bien évidemment, et aller travailler des niches où on peut parler de la culture et du patrimoine maritime marseillais local un peu partout, pas qu'à Marseille. Mais on peut très bien aller sur des lacs, on peut aller sur des fleuves, on peut sortir de la France, parce que ce sont des bateaux qui existent sur tout le pourtour méditerranéen, jusqu'en Égypte, hein, et qui peuvent intéresser là où on peut naviguer, parce qu'ils ont prouvé à travers le temps que ce sont des bateaux qui sont très stables et très navigants. Après, il faut du design, un peu d'ingénierie, et ça demande du temps, ça demande des sous, ça demande un positionnement économique que je peux difficilement avoir moi en tant que tout petit entrepreneur. Mais si on peut avoir un pool de compétences de gens qui peuvent nous aider à réfléchir à ça, voilà, ça serait et moi ça me permettrait de marquer à travers des objets comme ça mon histoire et mon temps. Mais bien sûr, et d'ailleurs on a vu au chantier, là vous êtes en train de faire un magnifique bateau en bois traditionnel avec un moteur électrique par exemple. Ça va être, je crois, la première barquette qui se déplacera à propulsion électrique. C'est pas que je crois, c'est sûr, puisqu'on y va droit. Il y a une autre chose dont vous m'avez parlé qui nous intéresse, enfin qui m'a intriguée, c'est que vous faites des canapés. Avec votre technique et votre savoir-faire. Oui, on va faire plein d'objets qui vont être déviés et de notre univers. Donc ce sont des canapés qui ont des formes de bateau. Je vous ferai voir des images. Hein. C'est de l'acajou, c'est du teck, c'est 300 heures de boulot pour un canapé. Donc on rentre dans une niche qui est assez particulière. Mais qu'on connaît bien ici. C'est magnifique, alors c'est gratifiant pour moi de les faire parce que c'est du travail très précis, très pointilleux, comme pour les bateaux, mais ça me sort aussi de mon univers. Mais on continue aussi à raconter l'histoire de l'artisanat local à travers ces objets. C'est ce qui est très important. Et on peut aussi former des gens à travers la réalisation de ces objets, parce que c'est pas des formations qui durent 4 heures, c'est sur du long terme. Il y a du tracé de carène, il y a de la lecture de plans, il y a du façonnage, il y a l'utilisation de tout ce qu'on peut utiliser sur ces objets qu'on utilise pour construire et réparer des bateaux. Donc c'est un lien qui est très fort aussi au niveau de la formation par rapport à ce que je fais. Donc c'est pas que faire des bateaux, mais c'est aussi faire des objets qui sont dédiés. Et voilà, explorer votre territoire de savoir-faire et de compétences au-delà de là où il s'est exprimé jusqu'à aujourd'hui. Alors je
justement, vous avez commencé à me bercer de mots techniques que je comprends pas. C'est une passion que j'ai, c'est d'entendre des mots que je comprends pas dans les métiers d'art. Est-ce que vous pouvez continuer un petit peu à vous dire des mots techniques? Oui, s'il vous plaît. Des noms d'outils. Je vous laisse imaginer 2600 ans d'histoire. Ils ont eu le temps d'écrire et d'avoir un vocabulaire associé et dédié à tous ces bateaux. On parle de qui? Des traves, des tambours, de galbord, de varangue, de maître-beau, de quart de 90. On parle de varlope, on parle d'herminette, on parle de gouge. Enfin, les Grecs ont construit des bateaux sur Marseille, puisqu'on a travaillé pour Marseille, capitale européenne de la culture. On a reconstruit un navire antique Massaliote de moins 600 avant Jésus-Christ, avec la particularité que ces bateaux étaient cousus, ligaturés. Il n'y avait pas de clous, pas de vis. Les planches entre elles étaient cousues. Je vous ferai voir un échantillonnage tout à l'heure. Et là aussi, on est sur des lectures de construction dites tétraédriques au niveau des ligatures. On pourrait, mais allons-y, on pourrait adore, faire un tuto du vocabulaire du charpentier de marine. Mais complètement. Et quelques outils. J'ai pas entendu d'outils. Là, si, la varlope, c'était un outil, bien sûr. Il y a eu des outils dans ce que vous m'avez dit? Il y a la varlope, la vastringue, l'herminette, c'est une hache inversée. Il n'y a pas fondamentalement des outils qu'on peut retrouver chez Leroy Merlin ou dans des magasins comme ça, parce que ce sont très certainement des outils qui ont été façonnés avec le temps, mais qui ne servent qu'à ce métier dans l'exclusivité. Et justement, vous les forgez vous-même, vous les renouvelez comment, ces outils-là? Alors, ils ont été faits par nos anciens et on les conserve comme les fers à calfater. Je vous ferai voir ce que c'est. On les conserve farouchement et on les protège. Et c'est continuer à leur rendre hommage, parce que ce sont des outils qui ont servi par leurs mains et ils ont une histoire et ils ont une énergie, et on s'en sert aussi. Mais bien sûr, on est tellement sensible à ça. Je vais profiter, je vous garde encore 2 minutes juste pour vous dire qu'on vient de lancer, là, il y a 2 semaines, le premier fonds de microcrédit destiné aux artisans d'art. L'association a lancé ça et l'idée, c'est justement, j'y pense à cause des outils, que des artisans qui n'ont pas forcément la trésorerie disponible à l'instant T puissent ne pas laisser passer un outil très rare qui passerait aux enchères ou sur le bon coin, puissent s'acheter une machine, un équipement de sécurité un peu plus cher. Et je profite de ce podcast et de votre connaissance du secteur pour vous demander si vous trouvez que c'est une bonne idée et que c'est un dispositif qui pourrait être utile à une entreprise comme la vôtre. Pour la sécurité, pour la mise aux normes, c'est très difficile de renouveler son parc à machines. Pas parc outil, mais parc à machines comme les machines que j'ai ici. Ça coûte entre 15 et 20 000 euros pièce. Donc si on peut aider, je sais que la CRAM nous aide à subventionner. On a des aides de 50% sur les montants d'investissement, avec des microcrédits aussi derrière, mais toutes les sources et les ressources financières sont bonnes à prendre, parce que ce sont des coûts qui sont lourds pour notre toute petite boîte, pour qu'on puisse évoluer dans des domaines de sécurité et pour pas avoir l'inspection du travail qui vous court après parce que il y a un petit pépin, et on a toujours des petits pépins, on finit par se blesser ou avoir quelque chose, et non, il faut, ça c'est hyper important, surtout si on veut aller vers de la formation professionnelle qui va valider et accueillir du grand public. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci Denis. C'était très bien, on continue à s'aimer, on continue à se raconter tout ce qu'il faut, surtout et à se dire des mots techniques. À se dire des mots techniques. Mais c'est important de se dire tout ça parce qu'on commence à créer une histoire, et c'est ce qui est le plus important, de pouvoir se la raconter le plus longtemps possible. Et si on se la raconte le plus longtemps possible, ça veut dire que ça a matché et qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose me dit que ça va dans cette direction-là. Extraordinaire, bravo. Merci Denis. À bientôt. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.